Enfin, pour parler, on a droit à un peu de publicité comparative, n'est-ce pas, dans une campagne comme celle-là. Je crois enfin qu'il faut que les jeunes Français, quelle que soit leur origine géographique, sociale ou ethnique, doivent se redécouvrir, réapprendre à se connaître et au moins réapprendre à se croiser. Je crois au brassage. Je crois qu'il faut concevoir un service civique universel, assez jeune dans la vie, par exemple à 18 ans, qui permettra aux jeunes de découvrir une chose que savent les plus chanceux d'entre nous, c'est qu'on s'enrichit davantage quand on donne que quand on reçoit. Je crois que l'État doit être réimplanté et à nouveau respecté partout où ça va mal, alors qu'aujourd'hui, il est totalement absent d'où ça va mal et omniprésent partout où ça va bien. Tous les signes de l'État sont présents dans les centres-villes qui, ma foi, ne posent pas de problème de sécurité maximale. Et l'État, soit sous la forme de sécurité, soit sous la forme des services publics qui comptent autant à mes yeux, est en revanche totalement absent dans les banlieues difficiles, dans les zones rurales abandonnées. Je propose qu'on fasse le contraire. Et particulièrement, je crois, qu'il n'y a pas de retour à l'équilibre dans les banlieues sans un État redevenu proche, redevenu bienveillant, en même temps qu'il montrera les signes de sa fermeté. Je crois que si l'on veut sauver les enfants, particulièrement les enfants issus des milieux qui souffrent le plus socialement et culturellement, je crois que si on veut sauver les enfants, il faut soigner les familles. En tout cas, il faut former les familles. Et cet immense effort d'éducation populaire en direction des familles, particulièrement en direction des familles culturellement les plus éloignées de la société française, c'est un des meilleurs investissements que nous pouvons faire pour rééquilibrer la société là où elle va le plus mal. Je crois que si l'on s'attaque à ces chantiers, il faut le faire avec les Français et pas sans eux. Le président de la République et le gouvernement devront considérer l'un et l'autre que la seule source de la souveraineté, c'est le peuple français. Qu'en conséquence, ils lui doivent, avant chaque décision importante, avertissement suffisamment à temps pour que tout le monde soit informé et explication. Et pour les décisions les plus importantes, celles qui engagent de manière cruciale notre avenir collectif, la procédure normale de décision, à mes yeux, c'est le référendum. Le choix remis entre les mains des Français, particulièrement pour les décisions les plus difficiles. Je veux m'en expliquer sur un point très simple. Je suis persuadé, et vous le savez tous, que nous ne sommes pas au bout de la réforme des retraites. Je suis persuadé que nous allons devoir renouveler notre pensée sur ce sujet, tant le vieillissement de la population française fait que le poids des personnes âgées va devenir infiniment lourd sur les épaules des plus jeunes là-bas, de ceux qui seront au travail. Je pense que cela exigera un effort de conscience et de décision de la population française. Mais je pense qu'une telle décision ne peut pas être prise dans le dos des Français ou en forçant leur jugement. C'est pourquoi je dis que sur des décisions aussi importantes que la réforme des retraites, président de la République, je soumettrai les principes de la réforme que nous devrons conduire au référendum des citoyens français pour qu'ils se transforment en acteurs et en décideurs et qu'on ne décide pas à leur place. Et vous voyez que c'est le seul moyen de changer la défiance en confiance. Parce que si les Français soupçonnent que l'on va
en passant en force, par le 49-3, forcer leur jugement, à ce moment-là, ils n'ont plus que la rue pour défendre la conviction qui est la leur. Si on dit à l'avance, toute réflexion sera transparente et explicitée devant vous, et vous serez les décideurs finaux. Dès cet instant-là, on n'a plus l'affrontement, comme on dit, entre les élus et la rue. On a des citoyens qui deviennent responsables, qui font un effort de compréhension et de conscience et qui, au bout du compte, décident exactement comme s'ils étaient dans la situation des députés, des ministres ou, après tout, du président de la République. Cela s'appelle démocratie. Où est-ce que j'en étais? Bien. C'est parce que l'effort que nous avons à accomplir est immense que j'ai pris la résolution que je défendrai devant les Français. Je veux un changement de politique. Pas seulement un changement de la politique qu'on mène, mais un changement de l'approche politique, un changement de la méthode de la politique. C'est pourquoi, investi de la confiance des Français, élu président de la République, je formerai un gouvernement différent des gouvernements précédents. Je nommerai un gouvernement avec des femmes et des hommes nouveaux et compétents, d'accord sur les urgences et les priorités, mais qui ne seront plus issus du même parti et qui, au contraire, représenteront dans leur diversité les sensibilités différentes qui forment le peuple français. Je veux un gouvernement pluraliste dans lequel se sentiront représentés les républicains d'un bord et de l'autre, qui ont chacun le droit d'exister et chacun le droit de défendre des valeurs qui enrichissent notre pays. Ce gouvernement, par sa composition même, dira deux choses au peuple français. Il lui dira, 1, quand il s'agit de l'essentiel, quand il s'agit du sort de la France, les forces vives de notre peuple peuvent échapper à la division et sont capables de se rassembler. Nous l'avons fait chaque fois dans notre histoire qu'il a fallu reconstruire la France. Il est temps de le concevoir et de le vouloir aujourd'hui. Et deuxièmement, et je voudrais attirer votre attention sur cette deuxième raison, parce qu'elle est à mon avis très importante pour l'avenir. La composition de ce gouvernement, qui représentera la diversité des Français, elle dira que les réformes à conduire ne seront pas conçues dans l'intérêt d'un camp, ni dans l'intérêt d'un clan, ni dans l'intérêt d'une classe sociale, mais dans la seule considération de l'intérêt général. Et la représentation pluraliste au sein du gouvernement sera pour les Français une garantie de respect de l'intérêt général. Une fois ce gouvernement formé, car il ne vous aura pas échappé qu'il y a des élections législatives 5 semaines peut-être, après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Eh bien, une fois ce gouvernement formé, il soutiendra, lors des élections législatives qui suivront immédiatement, il soutiendra des candidats dans chaque circonscription du pays. Pourront obtenir ce soutien toutes les forces politiques ou toutes les personnalités qui indiqueront aux électeurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur histoire, qui indiqueront à l'avance aux électeurs leur volonté de soutenir
dans l'esprit de rassemblement, l'action de redressement du pays. Ceci signifie que nul dans ce rassemblement ne sera contraint de renoncer à ses idées ou à son histoire. Nous avons la conviction profonde et depuis longtemps que ce n'est pas avec des renégats que l'on bâtit un pays. C'est avec des consciences fidèles, fiers de leur parcours et de leur identité, et qui veulent apporter la richesse de leur histoire et de leur identité à l'œuvre commune que nous devons conduire tous ensemble. Nul d'où qu'il vienne ne sera obligé de se renier, de renier son histoire, de renier ses idées et de renier ses valeurs pour participer au redressement de la France. Au contraire, chacun est bienvenu avec ses armes et ses bagages, parce qu'on a besoin de tout cela pour construire la France et pour lui proposer d'elle une image rassemblée. Ainsi, en 4 semaines, élection présidentielle, formation du gouvernement de rassemblement, élection législative. Ainsi, en 4 semaines, les citoyens français ont-ils le moyen irréfutable d'obtenir un changement profond de la politique de leur pays. Cette majorité nouvelle et pluraliste rendra au Parlement, je m'y engage, rendra au Parlement sa dignité et sa liberté de penser. Elle rendra au Parlement sa liberté de voter et de contrôler le gouvernement. Elle supprimera l'article 49.3 qui permet le passage en force et le mépris des assemblées. Elle limitera les ordonnances à des situations d'urgence ou d'extrême complexité. Cette majorité et ce gouvernement proposeront l'adoption d'une nouvelle loi électorale qui garantira que pour l'avenir, tous les courants politiques présents significativement dans le peuple français seront représentés à l'Assemblée nationale. Tous les courants politiques, même ceux que nous avons combattus, parce que nous considérons qu'il vaut mieux pour un pays avoir des confrontations franches à la tribune de l'Assemblée nationale, plutôt que d'avoir le cheminement souterrain de courants que personne ne voit venir et qui tout d'un coup donnent de notre pays l'image qu'il ne devrait pas avoir. Ainsi, par cet ensemble de décisions, sera assurée la légitimité et la séparation des pouvoirs, qu'on a totalement oubliés en France, mais dont il faut rappeler qu'ils sont les principes de base de l'État républicain et des institutions démocratiques. Dans un pays ainsi refondé, la confiance renaît en quelques semaines. Ça s'est déjà produit dans notre histoire. On l'a vu en 1958. Les habitudes sont changées, les visages sont changés, le langage est changé, et le peuple français se retrouve rétabli dans la situation qu'il n'aurait jamais dû quitter de partenaire reconnu et de source de la souveraineté nationale. De nouveau, on lui parle au peuple français et on lui dit la vérité. Même si cette vérité est difficile, il sait qu'on ne lui dissimulera rien. Et dès cet instant, la France qui est redressée, la France qui est rassemblée, elle se remet, ce sera le dernier chapitre de mon intervention, elle se remet à parler au monde. Il y a des candidats dans cette élection qui ont employé, à l'égard de l'expression des positions de la France, qui ont employé le mot d'arrogance.
à propos de la manière dont a été conduite ces dernières années la politique étrangère de la France, notamment au moment de la guerre en Irak. Je veux que vous sachiez que s'il y a un chapitre de l'histoire récente de notre pays dont nous avons partagé la fierté, c'est au contraire celui-là. Je veux dire moi qui ai eu beaucoup de conflits avec lui, je veux dire devant vous que ce jour-là, j'ai été aux côtés de Jacques Chirac et que Jacques Chirac a eu raison. Ce qui a été dit à ce moment de la guerre en Irak l'a été au nom du peuple français tout entier. Cet avertissement ultime, qui n'a pas été écouté, mais qui a cependant été prononcé, a été lancé au nom de notre peuple. Et notre peuple a parlé au nom d'une partie de l'humanité. C'est la France qui avait raison. Et le président de la République a été à ce moment non pas arrogant, mais courageux. Et il y a toujours un moment où le courage de ceux qui n'ont pas le nombre pour eux passe pour de l'arrogance. Ce n'est pas un inconvénient à craindre, je vous le dis avec certitude. La France, par la bouche de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, a rappelé au peuple du monde, y compris au peuple américain entraîné par une intense communication de masse, que des principes essentiels étaient bafoués et que de lourds dangers risquaient d'être déchaînés. Qui, aujourd'hui, à voir la situation dramatique en Irak, à constater le mouvement de lucidité qui parcourt le peuple américain et ses responsables, qui peut encore regretter que la France ait parlé comme elle l'a fait et ait décidé d'user de son droit de veto? Nous avons à ce moment été fiers de la France et à ce moment, la France a été à la hauteur de sa vocation. C'est dans cette ligne de courage que je m'inscrirai pour la politique étrangère de la France. Et il y a au moins 4 sujets que je veux brièvement aborder devant vous qui exigent du courage de la part de la France. Le premier sujet, c'est le Proche et le Moyen-Orient. Une immense menace de tremblement de terre pèse sur le monde, dont l'épicentre erre de Téhéran à Bagdad, de Beyrouth à Damas, du pays kurde à Gaza. Des mots sont proférés, des phrases contre la survie même d'Israël, qui sont comme des appels à la haine et à la guerre sans fin. Des tentatives de déstabilisation sont fomentées et conduites, en particulier contre l'indépendance et la souveraineté du Liban. Et la Palestine est déchirée, en plus de la guerre extérieure, par la guerre civile, où, pour punir les hommes, on tue de sang-froid leurs enfants quand on les dépose devant l'école. Face à de tels risques, la France ne peut avoir qu'une ligne, la rigueur et l'intransigeance dans le respect du droit international. C'est naturellement le cas face à l'Iran. Il y a un traité de non-prolifération nucléaire. Je ne veux pas en changer les termes et je trouve imprudent qu'on s'engage à le faire. En particulier, je veux rappeler devant vous que ce traité de non-prolifération nucléaire, il interdit aux nations qui l'ont signé, c'est-à-dire tous les pays de la planète sauf 3, il interdit à ces nations d'aller vers l'arme nucléaire, mais il leur garantit en échange l'accession au nucléaire civil. Il y a un traité de non-prolifération nucléaire. Si ce traité n'est pas respecté, les démocraties doivent solidairement décider de sanctions. Il y a une leçon que nous devrions avoir apprise dans le plus noir de notre histoire. C'est la leçon de Munich. Quand les mots sont des menaces,
il faut les prendre au sérieux, surtout quand les mots sont servis par la force des armes. Je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé le jour de Munich. Un jeune homme, un jeune professeur d'histoire, était l'éditorialiste d'un tout petit journal qui s'appelait l'Aube. Ce jeune professeur allait avoir un destin tourmenté et exceptionnel. Il allait être, au lendemain de l'arrestation et du suicide de Jean Moulin, il allait être le tout jeune président du Conseil national de la Résistance. Il s'appelait Georges Bidault, et même si la suite de son parcours politique a été d'une autre nature, dure, tourmentée, rien n'enlèvera à mes yeux l'honneur de cette vie de résistance. Et quand on a signé Munich, au lendemain, tous les sondages, tous les applaudissements, immense concours de foule, venaient fêter les signataires de Munich. Il y a eu deux réactions. Daladier, qu'on applaudissait, qui avait signé Munich, s'est penché à l'oreille du secrétaire général du Quai d'Orsay, alors que des murs de foule entouraient sa voiture pour l'applaudir, et il a dit « Quel con !» Et Georges Bidault, le lendemain matin, dans l'Aube, il a écrit ceci, qui a été une des maximes de ma vie, et à quoi je vous demande de réfléchir. Il a écrit « Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment pour le faire, c'est le premier. » Eh bien, dans toute situation où des principes essentiels sont en cause, pour moi, lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. Voilà ce que je voulais vous dire du Proche-Orient. Je veux vous parler de l'Afrique. L'Afrique devrait être notre tourment. Pas seulement le tourment des généreux, il y en a beaucoup dans cette salle, mais l'Afrique devrait être aussi le tourment des moins généreux. Ceux que l'immigration tourmente et tracasse, ceux qui y voient sans cesse un risque de déstabilisation pour la nation. Je vous fais cette confidence. En matière d'immigration, je ne crois pas aux murailles, je ne crois pas aux polices et aux douanes, je ne crois même pas aux miradors, je ne crois pas tellement aux chiens policiers et pas aveuglément aux charters. Évidemment, il faut prendre toutes les décisions du contrôle et de la régulation. Il faut les prendre davantage encore au niveau européen qu'au niveau national. Il faut conduire toutes les politiques de surveillance nécessaires. Mais, depuis que le monde est monde, chaque fois que les plus pauvres campent aux portes des plus riches, chaque fois la même mécanique se met en route. Les pauvres, à pied, à la nage, en payant des passeurs, en rampant s'il le faut, les pauvres s'en vont chez les riches pour y trouver la subsistance de leur pauvre vie. Tant que vous aurez les 20 pays les plus pauvres de la planète maintenus dans leur dénuement, à quelques centaines de kilomètres des 10 pays les plus riches de la planète, tant que vous aurez cette situation, vous aurez des vagues migratoires. Il n'y a qu'une politique. Il n'y a qu'une politique juste et efficace de lutte contre l'immigration et qui devrait nous obséder et que nous devrions imposer à la communauté internationale et à l'Europe. C'est d'assurer aux Africains qu'ils pourront vivre convenablement en Afrique de leur travail comme des hommes debout. C'est pourquoi la politique qui a été conduite depuis des décennies en matière agricole en particulier, déversant sur l'Afrique les surplus de nos produits agricoles à prix bradés, produits dont le prix est artificiellement effondré par des subventions américaines et européennes, qui par ailleurs mettent nos agriculteurs européens et américains en situation de dépendance. Ces politiques, il faut les appeler par leur nom, elles sont criminelles. Vous arrachez les paysans à leurs terres, vous les jetez dans des bidonvilles,
Arrachés à leurs terres et jetés dans des bidonvilles, ils perdent en quelques mois leurs repères et leur culture, et leur santé, et leur savoir-faire, et leur dignité d'homme. Eh bien, cette politique, elle est à la fois criminelle et suicidaire. Une politique sérieuse doit avoir un but qu'après tout, nous avons demandé pour nous-mêmes, que les Africains se voient garantir qu'ils pourront eux-mêmes nourrir et équiper l'Afrique avec aide et protection internationale, comme les Européens l'ont fait après la guerre, en recevant l'aide du plan Marshall et la protection du marché commun. Troisième grand sujet international, le climat et la biodiversité de la planète. J'ai signé le pacte écologique proposé par Nicolas Hulot. Si je comprends bien, tous les candidats ont annoncé la même intention de le signer. Je m'en réjouis, tant je suis persuadé que ces sujets seront désormais des sujets qui traverseront les frontières des partis et, j'espère, les frontières des États. Ce pacte comporte des dispositions nationales. Augmentation des normes d'isolation, recherche en matière d'énergie renouvelable, création programmée à l'avance d'une fiscalité dissuasive sur les carburants fossiles, et j'ai même proposé que ce prélèvement nouveau, le jour où il interviendra, vienne en substitution des charges sociales sur le travail, ferroutage, transport fluvial, nomination d'un numéro 2 du gouvernement chargé du long terme. Mais aucune des décisions nationales que nous prendrons ne suffira à améliorer la qualité de l'air que nous respirons, parce que le vent ne connaît pas de frontières. Il y a des menaces sur l'humanité. Savez-vous quel est le rapport en consommation d'énergie entre nos pays, l'Inde, la Chine et les États-Unis? Je vais vous le dire pour que vous vous en souveniez. Si la Chine consomme 1, l'Inde consomme 2, la France consomme 15, l'Europe consomme 18, les États-Unis consomment 27. Et il est très difficile à ceux qui consomment 27 de se tourner vers ceux qui consomment 1 en leur disant « vous êtes priés, s'il vous plaît, de faire des économies ». Très difficile. C'est pourquoi la décision la plus importante à prendre, c'est d'inscrire cette question sur l'agenda international. Que les Nations Unies soient le lieu où la France se fera le défenseur inlassable d'une démarche globale contre l'effet de serre et l'appauvrissement, la raréfaction du nombre des espèces végétales et animales. Et si on a cela en tête, alors là comme ailleurs, chaque fois qu'il s'agira de peser sur l'avenir du monde, on retrouvera quelque chose que personne ne réussira à éluder et qui s'appelle, c'est mon dernier point, le besoin d'Europe. Bien sûr, j'aime l'idéal européen. J'aime cette idée de peuples différents, porteurs du même projet de civilisation, projet venu du fond de l'histoire, qui décide de tourner le dos à la guerre et de s'unir pour peser ensemble sur le destin du monde. J'aime cette idée, mais ce n'est pas seulement une idée que l'on doit aimer, c'est une idée qui s'impose dès l'instant que l'on mesure ce que sont désormais les puissances sur la planète. Les puissances géopolitiques. Est-ce que vous vous êtes aperçu de la stratégie qui est celle désormais de la Chine en Afrique? Je veux dire, la stratégie qui est celle de la Chine partout où en Afrique il y a du pétrole. Est-ce que vous vous êtes aperçu de la force des puissances financières et des puissances économiques? Eh bien, devant toutes ces grandes questions qui traversent l'univers, nous savons tous que l'échelon national nécessaire n'est plus suffisant. La France est notre nation. Elle l'est et elle le restera. Elle est le creuset de notre volonté nationale. C'est là que se forgent la volonté et les valeurs de notre peuple et que s'affirment nos principes.
Mais pour faire entendre ces principes à l'échelle du monde, il faut que l'Europe se redresse elle aussi. Nous savons pourquoi les Français ont voté non. Ils ont trouvé le texte de la Constitution illisible. Ils ont pensé que cette obscurité était voulue pour faire passer un projet de société, par exemple matérialiste et marchand, qui n'aurait pas leur accord. Et ils ont craint que l'élargissement continu de l'Union n'enlève à l'Europe son identité et que, de ce fait, l'Europe se retrouve sans visage et sans mémoire. Est-ce que ces craintes étaient toutes infondées? Je suis sûr qu'il y a ici des gens qui ont eu les deux choix. Est-ce que ces craintes étaient toutes infondées? Nous savions bien que non, mais nous avons pensé que les avancées vers une Europe devenue démocratique conjureraient à l'usage toutes ces craintes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation que nous ne connaissions pas. Nous avons été, pendant des années, j'allais dire pendant des décennies, nous tous ici, nous avons été les héritiers des pères de l'Europe. Eh bien, c'est à notre tour de redevenir, d'une certaine manière, humblement, des pères de l'Europe à notre manière. Pères à notre tour, puisque le projet doit être profondément repensé et profondément réinspiré. C'est pourquoi nous agirons de manière transparente aux yeux des Français. Nous mettrons dans le débat sur la table un texte simple, court, lisible, sans ambiguïté, qui donnera forme au principe d'une Union européenne sortie de ses paralysies et de ses impasses. Et je veux prendre devant vous un engagement qui est le contraire du choix qu'ont fait mes concurrents. Je prends l'engagement qu'aucun texte ne sera adopté par la France qui ne soit adopté directement par les Français. Ce qu'un référendum a décidé s'impose tant qu'un autre référendum n'est pas intervenu. Ce principe est pour moi un impératif et je n'y manquerai pas. Voilà la France de toutes nos forces. Ce slogan a une histoire. Ce n'est pas une entreprise de communication qu'il a trouvée après des heures et des heures de travail chèrement rémunéré. Il m'a été envoyé par un militant sur Internet, un jeune homme qui vit à Marseille, qui est belge d'origine, qui a travaillé dans la publicité, qui, je crois, avait d'ailleurs rencontré quelques difficultés dans sa vie professionnelle, et qui m'a dit « J'ai réfléchi à votre cas au mois de septembre. Je trouve que je dois vous fournir des slogans. » Il m'en a envoyé 5, et le premier, c'était « La France de toutes nos forces ». J'ai trouvé que ça valait la peine de faire de la politique comme ça, parce que ce slogan dit beaucoup de choses. Il dit que la France a beaucoup de forces. Il dit qu'il faut d'abord renforcer nos forces. Il dit que ces forces, il faut les rassembler et les réunir pour refaire la France. Et il dit quelque chose d'autre. Il dit que ces forces, ce sont les nôtres. Il invite, autrement dit, à la plus belle question politique qui soit. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Il nous invite à faire un pas en avant, à devenir non pas seulement des électeurs, même si c'est très bien, non pas seulement des supporters, même si c'est encore mieux. Il nous invite à devenir des citoyens, c'est-à-dire des femmes et des hommes debout, décidés à reconstruire une France debout. Je vous remercie.